Artwork Rewind, une série de podcasts proposés par Luxembourg Art Week qui revisite les conférences qui ont eu lieu sur la foire. Les partenaires de la foire et leurs invités explorent les grandes questions qui animent la création contemporaine et le marché de l'art. Focus Montréal. Bonjour à tous et toutes. En tant que co-directrice du Conseil des Arts du Luxembourg, je suis particulièrement heureuse d'accueillir un peu de Montréal et un peu de Québec au Luxembourg grâce aux efforts de la Luxembourg Art Week. On est très heureux, on a des galeries, des directeurs d'institutions, des directeurs de lieux consacrés aux résidences, des artistes qui nous viennent de Montréal et plus largement du Québec. L'industrie du cinéma a commencé depuis assez longtemps à forger des coopérations avec beaucoup de succès entre nos deux territoires. Et nous, on a l'intention d'élargir cette coopération à de nombreuses autres disciplines, notamment dans le cadre de l'accord et de l'entente culturelle qui a été signé entre le Luxembourg et le Québec en 2020. Un des partenaires clés de cette coopération, pour nous aider à identifier les partenaires, à élargir les coopérations, c'est la Délégation générale du Québec à Bruxelles, qui couvre non seulement la Belgique, mais aussi le Luxembourg et les Pays-Bas. Et nous avons l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui, pour introduire ce panel, Hélène Grainville, la nouvelle déléguée générale, qui est arrivée récemment à son nouveau poste. Et je vais lui céder tout de suite la parole pour vous introduire à ce panel. Merci. Alors, bonjour. Écoutez, ça fait seulement 2 semaines que je suis en poste comme déléguée générale du Québec. Donc, oui, pour le Benelux et toutes les institutions européennes. Vous savez, quand on représente le Québec à l'étranger, c'est un immense honneur. Mais nous, on ne fait que représenter. Et derrière, c'est toujours rempli de gratitude quand on fait vivre le Québec. Le Québec, pour ceux qui n'y sont jamais venus, il faut que vous y veniez. Je vous dirais que cette culture-là, je dirais, aux confins de l'Europe et cette culture-là nord-américaine, je pense qui nous rend si uniques. Et avec le Luxembourg, il y a une connexion de valeurs, il y a une connexion de proximité. Et aujourd'hui, je pense que vous allez en avoir un très bel exemple. Le Québec, on a 34 représentations partout dans le monde, dans 20 pays. On est l'État fédéré au monde qui avons le plus de représentations à l'étranger. Et quand on a commencé dans les années 60, je dirais, investir le monde, on le fait d'abord et avant tout par la culture. Et je vous dirais, plus de 60 ans plus tard, c'est encore ce qui nous anime. Donc, je vous souhaite de profiter de ce moment-là et je vous souhaite surtout et je vous invite, s'il vous plaît, à aller voir les œuvres de nos Montréalais, de nos Québécois qui sont un petit peu partout dans l'exposition, dans les kiosques. Alors, merci beaucoup d'être là, chers Québécois, chères Québécoises, et puis bon panel à tous. Merci. Merci, Madame la déléguée. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous voir devant nous pour assister à la présentation très, très brève et schématique de l'échiquier de l'art contemporain au Québec, mais dirions-nous à Montréal et dans la ville de Québec. Alors, merci à Culture Luxembourg de son accueil, de son invitation. Merci également à la Arts Week de nous accueillir si amicalement. Merci aux équipes d'organisation, bien entendu. Et puis, on est d'autant plus heureux, moi personnellement, d'être ici et de penser que les paroles qui vont se dire sur nos réalités, sur les connexions que nous avons internationalement, que nous avons à l'intérieur de la francophonie, mais sous toutes sortes de formes, eh bien, elles sont particulièrement chaleureuses quand il s'agit du lien entre Québec et Luxembourg. Nous y avons de nombreux amis sur la scène de l'art contemporain et j'ai presque envie de dédier cette heure d'échange à Enrico Lunghi, qui a été certainement l'un des plus grands bâtisseurs de nos relations, qui est venu à Montréal pendant des années et accompagné de son bras droit, Kevin Mullen, qui est à la tête du casino depuis plusieurs années. Alors, c'est un terreau amical et fertile qui nous permet d'échanger des projets très intéressants entre les artistes du Québec et les artistes du Luxembourg.
Alors, ceci dit, je suis accompagnée à ce panel de 4 collègues qui occupent chacune un rôle particulier dans ce qui fabrique justement cet échiquier de la scène artistique de Montréal et Québec. Et donc, je vais commencer par l'extrémité avec Anne-Marie Saint-Jean-Aubre. Anne-Marie est conservatrice de l'art québécois et canadien contemporain au Musée des beaux-arts de Montréal. Elle est particulièrement intéressée au thème de l'identité, des enjeux culturels qui sont présents dans les œuvres des artistes. Auparavant, elle a signé sa personnalité de commissaire au musée d'art de Joliette. C'est quelqu'un qui est extrêmement estimé dans le marché puis qui incarne un élan renouvelé dans la pratique commissariale à Montréal et au Canada. Alors, à côté d'elle, Annie Deslauriers, qui occupe complètement une autre fonction. Elle est directrice générale de l'Association des galeries d'art contemporain à Montréal et au Québec. Elle a occupé pendant une quinzaine d'années le poste de directrice adjointe de la galerie Blue Division à Montréal, une galerie qui est très établie et très importante historiquement et au présent. Elle a également collaboré avec la Fondation du Musée des beaux-arts de Montréal à titre de conseillère en développement philanthropique. Et finalement, ce qui caractérise Annie, c'est très certainement sa capacité de tisser des liens entre tous les acteurs de la scène montréalaise. On la remercie pour ça. Elle aura des choses à nous dire quant à sa fonction. Ensuite, Millie A. Derry, dont je fais exprès d'annoncer une petite différence entre son nom et le mien. C'est typique du Québec, 2 réalités linguistiques sans compter toutes les autres. Alors, Millie, elle est directrice générale et artistique de la Fonderie Darling à Montréal. C'est une commissaire, autrice, gestionnaire culturelle qui incarne une position qui veut renouveler certaines institutions de la scène montréalaise, une façon d'approcher l'art et notamment des jeunes pratiques. Ce qui la motive et la nourrit particulièrement, c'est le lien entre art, société et ancrage territorial. Et elle a une maîtrise en histoire de l'art. Donc, c'est une collègue qui également est en train de refaçonner cette institution très spéciale qui est la Fonderie Darling. Et finalement, Abdelila Jigué, un galeriste, dont le parcours, dit-il lui-même, est atypique. C'est quelqu'un qui se destinait à la gestion dans toutes sortes d'entreprises et qui, en 2002, est tombé dans la marmite de l'art contemporain avec passion. Et donc, depuis, il s'est énormément activé à créer des galeries, à être membre fondateur d'un cercle de collectionneurs en art actuel, administrateur de la foire en art actuel à Québec, à la foire de l'association organisée par l'Association des galeries d'art à Montréal qui s'appelle Plural. Donc, c'est un peu l'équivalent de ce que vous voyez ici et qui a donc fondé à Québec et à Montréal 3 lieux, enfin 2 galeries, un 3e lieu, je vais le dire comme ça, puis tu donneras les précisions requises. Mais c'est un acteur très, très important du lien entre collectionneurs, galeries, milieu de l'art, nouvelle scène artistique. Et donc, à tous les 4, merci beaucoup d'être là. Et j'avais signalé à tout le monde que la première question serait de décrire un tout petit peu leur lieu. Que dirige-t-il ou que dirige-t-elle exactement? Et comme ce sont 4 lieux différents, ça place déjà les premières pièces du puzzle. Alors, peut-être Anne-Marie. Merci, Louise. Donc, Louise le disait, je suis conservatrice au Musée des beaux-arts de Montréal. C'est le plus gros musée à Montréal. C'est historiquement le plus ancien musée aussi au Canada. Le musée a été fondé à la fin du 19e siècle par des collectionneurs privés. Donc, ce n'est pas un musée d'État, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais c'est un musée privé. Et on a 5 pavillons. C'est vraiment la formule Musée des beaux-arts. Donc, très grande collection d'art décoratif, une collection historique en art canadien et québécois, mais aussi en art européen, une collection internationale en art contemporain et en art du tout monde qu'on appelle au musée. Donc, la formule, une expression qu'on utilise de moins en moins, mais la formule du musée encyclopédique. Et je suis en charge de la collection d'art contemporain québécois et canadien
post-1945 depuis à peine 2 ans au musée. Alors, c'est quand même tout nouveau pour moi. Ça représente environ 20 de notre collection qui est de 47 000 objets environ. Donc, 4 est de l'art contemporain international et 20 de l'art contemporain québécois-canadien. Ce qui donne un portrait quand même du focus qui a toujours été la scène locale d'abord et ensuite canadienne puis internationale. La collection se développe comme plusieurs des grandes institutions, beaucoup à travers les dons. On aime s'appeler le Musée des Montréalais. C'est beaucoup les collectionneurs montréalais qui nous offrent des œuvres qu'ils ont collectionnées à travers le temps. Et c'est d'ailleurs des collectionneurs qui l'ont fondé, le musée qui s'appelait historiquement le Art Association of Montreal, par des collectionneurs anglophones. On va y revenir. Et donc, Annie? Merci. Je m'appelle Annie Deslauriers, je suis la directrice générale de l'Association des galeries d'art contemporain. Nous sommes un organisme sans but lucratif dont le mandat premier est de professionnaliser le travail de galéristes. Et notre projet phare est la Foire Plurale, qui est une foire qui existe ici à Montréal, en fait, qui ressemble beaucoup à la Foire du Luxembourg. Elle a lieu à chaque année au mois d'avril. Milly? Merci, Louise, pour l'introduction. Merci à toutes et à tous de venir nous écouter parler de Montréal. Moi, je suis directrice générale et artistique de la Fonderie Darling. La Fonderie Darling, c'est un grand bâtiment industriel de plus de 3500 mètres carrés qui est implanté dans le Vieux-Montréal et qui fonctionne depuis près de 20 ans. C'est un lieu qui fonctionne selon un modèle associatif. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui est géré avec 50 des fonds privés, 50 de fonds publics. Puis, notre mission, c'est de soutenir la création et la diffusion de l'art actuel. C'est une mission qu'on réalise à travers 2 pôles, principalement des expositions en art contemporain, puis des résidences d'artistes. On accueille des artistes locaux. Donc, on a des ateliers pour 8 artistes de Montréal, 4 ateliers pour des artistes de l'international. J'ai pris la direction il y a 1 an. C'est tout récent pour moi aussi. Je succède à la fondatrice du lieu. Comme vous pouvez imaginer, c'est aussi un moment historique pour un OBNL, c'est-à-dire le passage d'une direction fondatrice à une direction non fondatrice. Donc, c'est un grand moment de transition, de renouveau et de nouvelles idées. Super, merci. Abdelila. Bonjour tout le monde. Abdelila Chigar, propriétaire et galeriste de Chigar Art Contemporain. La galerie existe depuis maintenant 11 ans avec un espace dédié à l'art actuel à Québec au départ. Et petit à petit, la galerie, on a commencé à faire des pop-up, créer des liens entre 2 villes du Québec qui ont un dynamisme en art actuel assez important. Dès le départ, dès la première année de la galerie, on a fait des expositions et à Montréal et à Québec. Une jeune galerie parti au départ par la volonté d'avoir de l'art actuel et contemporain dans une ville où le marché était tout petit. Donc, on a commencé à fonder le cercle de collectionneurs et moi, je ne savais jamais que je vais être galeriste un jour. C'est un hasard, je travaille et je vis de ma passion. Ça me mobilise chaque jour. Actuellement, la galerie a 3 espaces depuis 3 ans avec un espace à Montréal pour nous permettre de faire un lien et un pont aussi avec toutes nos institutions montréalaises aussi et les collectionneurs de la ville de Montréal. Et depuis cette année, on commence aussi à faire des foires à l'international. Donc, on a fait Art Paris, le Luxembourg, on va faire Art Genève, Drawing Now à Paris, puis Art Paris, puis finir par faire 4 foires européennes et j'étais ravi d'entendre le lien avec la francophonie, le lien, puis c'est quelque chose que je crois beaucoup au rapprochement culturel entre l'Europe et le Québec. Merci beaucoup. Un musée encyclopédique, une organisation qui chapeaute en fait en partie le marché de l'art qui se déroule au Québec, un centre d'exposition qui est assorti de résidences, une galerie commerciale. J'aurais tendance à dire que idéalement, il y aurait quelques autres joueurs avec nous pour vous parler de Montréal. Il y aurait quelqu'un du Musée d'art contemporain de Montréal. Il y a une personne qui est ici, donc je la salue, Audrey Genois, qui est la directrice des expositions. Le Musée d'art contemporain est un musée d'État.
dédié à l'art contemporain et actuel, fondé par des artistes dans les années 60, mais c'est une des institutions majeures au Canada, très certainement, qui est en train de se faire une nouvelle toilette, un nouveau projet d'agrandissement qui ouvrira en 2028. C'est peut-être le moment de penser à un voyage à Montréal pour venir découvrir ce musée et le reste de la scène. Et puis d'autres joueurs qui pourraient être là, ce sont les directeurs de centres d'artistes. Donc là, ça, c'est un réseau assez fabuleux de centres d'art créés par les artistes et dirigés par des conseils d'administration d'artistes ou des conseils d'artistes. Ce sont des organismes à but non lucratif. Il y en a plus d'une centaine au Québec, plusieurs à Montréal et dans la ville de Québec. Et c'est une articulation fondamentale de tous les liens possibles entre les artistes, les auteurs, les commissaires, les collectionneurs qui découvrent les œuvres dans toutes sortes de contextes, les auteurs, les commissaires d'exposition. Et donc, ils sont là aussi dans nos réalités. Ce qui m'amène peut-être à lancer une première question à nos 4 partenaires. Forcément, des réseaux, ça marche par interconnectivité. Donc, comment vous voyez ça, cette diversité des fonctions qui s'intéressent à la présence d'art contemporain et actuel? Comment voulez-vous vivre dans vos institutions ces relations? Qu'est-ce que les artistes font auprès de vous, les commissaires indépendants, les collectionneurs, les prêteurs, etc.? Anne-Marie. Ben moi, j'ajouterais aussi, Louise, à ta liste de tous les acteurs de la scène culturelle au Québec, puis près de Montréal, les musées régionaux qui ont aussi un rôle super important à jouer. J'arrive du Musée d'art de Joliette, qui est 45 minutes à l'extérieur de Montréal. Et les musées régionaux ont cette fonction de souvent donner une première exposition muséale à un artiste. Donc, le Musée des beaux-arts de Montréal, bien sûr, et pas le lieu où un artiste va se faire reconnaître pour la première fois. Même chose pour le Musée d'art contemporain à Montréal. Mais le musée régional, par contre, a cette fonction-là et le centre d'artistes est la porte d'entrée, finalement, pour tous les artistes sur la scène culturelle, puisque c'est par appel à projet que les artistes sont sélectionnés. Donc, c'est pas par CV, pour leur mérite, leur feuille de route précédente, mais plus pour la force du projet qu'ils soumettent dans les centres d'artistes. Et donc, il y a un vrai écosystème au Québec qui permet aux artistes de se professionnaliser d'étape en étape, se rendant là, à différents niveaux. Bien, écoutez, moi, j'ai accepté d'animer la table ronde en me réservant le privilège de faire mes propres interventions. Alors, je me permets de réagir tout de suite aux propos d'Anne-Marie pour dire, oui, il y a un autre gros joueur important dans le réseau, ce sont les galeries universitaires, parce que je dirige la galerie de l'Université du Québec à Montréal. Donc là, je passe au jeu pour quand même montrer qu'effectivement, les galeries universitaires sont des lieux qui articulent le lien entre le travail des artistes. Vous savez, on n'a plus d'école de beaux-arts au Québec. Dans les années 60, on a vécu une grande réforme de l'enseignement, de l'éducation, en fait, et on a fermé les écoles de beaux-arts et transféré l'enseignement des arts. On disait les arts plastiques, surtout à l'époque, mais sous la responsabilité universitaire, de telle sorte que depuis une 50aine d'années, même une 60aine d'années maintenant, les artistes sont formés à l'université, mais au contact des historiens de l'art et un petit peu plus récemment, c'est-à-dire les années 70. Donc, on voit ça dans quelques universités à Montréal, à l'UQAM en particulier, où on a des programmes du bac maîtrise doctorat, autant en histoire de l'art, en art, en pratique des arts et puis en muséologie. Et très souvent, le milieu découvre des artistes parce que, bon, on les prend tout petits, là, ils finissent leurs études comme artistes. Et puis, ils sont vus, ils sont collectionnés, ils sont étudiés par le biais de notre structure. Puis oui, il y en a d'autres. Il y a les fondations, les corporations qui ont des collections. Alors, on va en laisser pour Annie qui va ajouter à ça. C'est ça, je reprends la balle au bon en disant que cette
interconnectivité, ce réseautage du milieu. Nous, on le voit vraiment au premier banc à Plural, qui se veut vraiment une vitrine pour, oui, pour la vente d'œuvres d'art et la présentation des œuvres, mais on invite quand même plusieurs acteurs du milieu, que ce soit le Musée des beaux-arts de Montréal, le MAC, à participer. D'ailleurs aussi, on a invité la Galerie de l'UQAM qui va se joindre à nous à travers plusieurs projets cette année. C'est le travail de plus de 500 artistes de près d'une quarantaine de galeries qui viennent en majorité du Québec, qui sont présentées à Plural. Donc, cette vitrine-là, c'est là où on la vit, nous, à la GAC, c'est ce réseautage-là. Merci. Ben, je crois que de mon côté, ce que j'observe dans mes fonctions, puis ce que j'observe actuellement pour la scène artistique montréalaise, c'est vraiment une relation d'entraide et de complémentarité entre les différents secteurs, entre les différentes institutions. Chaque institution a un rôle, une fonction à jouer, puis on participent tous à l'idée de soutenir les artistes dans leur pratique, dans leur carrière, mais également à contribuer à l'éducation des publics à l'art contemporain puis à l'art actuel. La Fonderie Darling occupe une position assez particulière, assez hybride aussi. C'est un modèle qui est inspiré par les centres d'artistes, mais on n'est pas un centre d'artistes. C'est aussi un modèle qui mélange résidence et exposition avec une synergie très forte qui est créée par la présence des artistes sur les lieux. Ça nous permet également de faire découvrir au public ce que ça veut dire être artiste, donc par le biais de rencontres dans les ateliers, de visites. Donc, moi, je crois que ce soutien-là, à travers différents moments de la carrière des artistes puis de l'éducation des publics, c'est vraiment caractéristique de notre scène actuelle. Ouais, c'est un maillage très important parce que quand on dit public, on dit collectionneur ou futur collectionneur et quand même ça compte. Abdelila? Ben, moi, la première des choses, c'est j'ai découvert Graham Patterson à votre galerie. Ce qui caractérise Montréal et Québec, les centres d'art, il y a beaucoup de pôles. Par exemple, au Belgo et à Méduse, il y a beaucoup de centres d'art et de galeries qui partagent le même lieu. Le déplacement du collectionneur ou des commissaires, il est optimisé parce que quand ils viennent visiter une galerie, ben, ils peuvent visiter, voir vraiment ce qui se passe. Et on coordonne, et à Montréal et à Québec, 2 vernissages où toutes les galeries sont ouvertes. Donc, vraiment un lien de coopération entre galeries, entre centres d'art, que je trouve qu'on est très chanceux d'avoir. Merci. Ben, alors, oui, tu voulais ajouter quelque chose, Anne-Marie? Oui? Oui, j'allais dire que Mélie, tu parlais de collaboration puis de partenariat et je trouve que il y a des belles choses qui se passent sur la scène québécoise en ce moment. Par exemple, le Musée d'art contemporain est en transformation, ayant pas un espace pour pouvoir présenter sa collection. Le Musée des beaux-arts a invité le Musée d'art contemporain à venir présenter sa collection dans nos salles. Donc, c'est une façon de mettre en lumière la complémentarité de nos collections puisqu'on a des mandats similaires. On s'intéresse tous les deux à l'art contemporain québécois, canadien, mais on le fait de façon différente et on présente les œuvres, on les contextualise différemment. Dans le Musée des beaux-arts, on présente l'art contemporain québécois-canadien en lien avec l'art international dans nos salles d'art contemporain, mais on le présente aussi en lien avec l'histoire du développement de l'art canadien dans notre pavillon d'art canadien. Donc, de voir la collection du Musée d'art contemporain chez nous, c'est, je pense, pour le public, vraiment très riche de pouvoir avoir accès à 2 regards différents au sein d'un même lieu. C'est un beau partenariat et les musées ont collaboré aussi avec la Fonderie en parrainant des studios d'artistes locaux. Et ça aussi, c'est un très beau geste qui a été fait par le Musée d'art contemporain maintenant et dans le passé par le Musée des beaux-arts de Montréal. Donc, il y a aussi ce rapport qui est peut-être non hiérarchique dans nos façons de travailler ensemble qui m'apparaît assez distinctif en ce moment à Montréal. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça et j'ose croire que c'est un peu la même chose ici même au Luxembourg, c'est-à-dire des complicités, des modes de complicité qui sont bien établis, qui permettent à tout le monde finalement de bien exercer son rôle, de trouver sa place, mais de faire partie en fait
d'un moment de notre histoire de l'art et de notre regard sur la scène de l'art actuel, un moment structuré, organisé. On espère toujours que ceux qui règlent les politiques culturelles sont bien conscients de toute cette synergie qui existe entre nous et qui fait finalement de notre secteur un des plus riches dans nos sociétés, un des plus porteurs. On le sait, le monde est compliqué. On a besoin des artistes pour nous aider à nous l'expliquer. Et on doit rendre tout ce travail visible. Puis, parlant d'artistes, je voulais vous poser la question de comment vous voyez, selon vos rôles, le rapport entre les générations. Parfois, dans les foires, on va porter attention aux nouvelles générations, aux nouveaux courants artistiques, aux jeunes qui sortent des écoles d'art, mais en même temps, on relève d'une histoire qui s'écrit au quotidien, mais qui est là. Donc, la question transgénérationnelle ou générationnelle, les jeunes versus les artistes établis, peut-être quelques mots là-dessus pour le bénéfice de notre public. Personnellement, moi, la direction, dès le départ de la galerie, on travaille avec des artistes en mi-carrière et carrière avancée. Je trouve au Québec, on a vraiment plusieurs programmes pour la jeune génération. Et pour moi, c'est un rôle vraiment important comme galeriste de soutenir le travail d'un artiste sur le long terme. J'ai eu déjà un projet qui s'appelle Art Production, qui soutient vraiment les artistes de la relève avec un focus sur les artistes de la diversité. Mais je trouve mon travail comme galeriste, c'est vraiment créer ce lien de confiance et de stabilité avec des artistes sur une plus longue période. Donc. À la foire, il y a un savant mélange, en fait, de tout ça. On peut trouver à l'intérieur d'un même kiosque un artiste hyper établi qui côtoie le travail d'artistes beaucoup plus jeunes. Et puis, il y a cette magnifique juxtaposition des différentes générations. À la Fonderie Darling, ça fait partie du cœur même de la mission, de soutenir des artistes de la relève. Je crois que depuis les dernières années, on a développé une sensibilité pour les artistes qui sont peut-être un peu plus en mi-carrière, puis même parfois dans un espace un peu oublié. Donc, pas nécessairement au moment de la rétrospective, pas nécessairement au moment de la mi-carrière, mais vraiment cet espace-là où beaucoup d'artistes femmes aussi tombent un peu dans l'oubli. Puis pour nous, ça a été important de développer des dialogues intergénérationnels entre des artistes établis qui ont laissé une marque importante sur la scène culturelle montréalaise, puis des jeunes artistes qui, sans peut-être même le savoir, reprennent certains tropes, certaines inspirations, puis en fait participent d'une tradition artistique montréalaise qui leur est parfois même presque inconnue. Donc, pour nous, ça a été des très belles façons d'imaginer des programmations. Même dans nos programmes de résidence pour les ateliers, ce qu'on appelle les ateliers montréalais, c'est un programme assez unique, je dirais même unique au Canada, qui permet à des artistes d'être en résidence pour 3 ans. Ce qui est une période assez longue. Pour nous, ça permet de développer une vraie relation avec les artistes, parfois de leur offrir une exposition. Puis pour les artistes en résidence aussi, on a souhaité trouver le bon moment pour accueillir les artistes, c'est-à-dire choisir des artistes pour qui passer 3 ans dans une résidence, ce soit un avantage et non un inconvénient, par exemple, versus avoir une grande mobilité et voyager, que cette résidence-là soit un tremplin, mais aussi choisir des artistes qui ne colle pas au modèle type de l'artiste de la relève, c'est-à-dire jeune artiste en vogue qui sort de l'université, qu'on se permette d'accueillir des artistes qui, par exemple, sont au début de la quarantaine, mais qui ont une carrière qui est émergente, qui commence à être connue. Donc, un peu de sortir du stéréotype de l'artiste de la relève pour considérer la carrière plutôt qu'une position d'âge ou de statut dans la société. Moi, je veux juste signaler, comme on a aussi des universités qui aident vraiment les artistes de la relève, il y a 2 programmes assez importants. Le programme Arch, qui est un organisme à but non lucratif, qui introduit des jeunes, dans le fond, qui sortent de l'université au marché de l'art. Et cet organisme-là organise une foire annuelle aussi, les met en contact avec des entreprises, fait la location. Il y a vraiment un programme assez intéressant de formation aussi, parce qu'à
l'université, on n'apprend pas comment emballer une œuvre d'art, on n'apprend pas des choses sur le marché, quoi dire à un galeriste, quoi dire à un collectionneur. Il y a aussi un programme lancé par l'université Concordia qui s'appelle ArtVolt, qui est vraiment aussi axé sur les élèves gradués là, de Concordia pour faire exactement la même chose. Et vraiment, tous ces programmes-là communiquent. Puis moi, je suis ravi de voir ce nouveau souffle parce qu'à l'université, on forme des artistes, mais il faut quand même leur montrer comment ils peuvent vivre de leur art. Et ces programmes-là sont extraordinaires. La ville aussi, la Ville de Montréal remet à chaque année 2 prix, les prix Pierre Ayotte et Louis Comtois. L'un d'entre eux est dédié au travail d'artistes mi-carrière, mais il y a aussi un des 2 prix qui est remis aux artistes de moins de 35 ans. Donc, c'est aussi un beau moment de célébrer le travail de ces artistes émergents-là. Je suis sûre que tu as quelque chose à ajouter parce que dans un musée encyclopédique, l'art actuel et contemporain, c'est un morceau. Alors, à travers la production, il y a les très jeunes et il y a ceux qui n'ont pas encore été suffisamment couverts pour représenter une histoire de l'art fiable. Alors, j'imagine que ça crée toutes sortes de dilemmes entre les jeunes pratiques et les pratiques établies. Oui, exactement. Et c'est aussi le mandat du Musée des Beaux-Arts que de donner une première exposition ou de découvrir, de lancer la carrière d'un jeune artiste. Moi, je disais souvent à Joliette, aux artistes qui nous sollicitaient pour des expositions, ton premier projet, ce ne sera pas dans un musée. Il y a toutes sortes d'autres lieux où expérimenter d'abord. Mais par contre, là où on peut être les premiers ou soutenir, c'est par les acquisitions. Donc, on peut jouer ce rôle-là que d'acquérir pour la première fois le travail d'un artiste et le faire entrer dans une collection. Et ça, on joue ce rôle-là de façon assez active avec le Musée d'art contemporain, bien sûr. Et j'aurais envie, pour rebondir sur ton invitation, de parler du projet qu'on a en ce moment dans le Carré d'art contemporain, qui est Marie-Claire Blais, qui est une artiste quand même de la cinquantaine, donc qui a une belle feuille de route, mais qui n'a jamais eu d'exposition muséale au Québec et qui n'a jamais eu la possibilité de réaliser une œuvre d'une ampleur telle que ce qu'elle a réalisé pour le Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui est une œuvre de 50 pieds de long, de 12 pieds de haut, une très grande installation picturale suspendue dans l'espace qu'elle n'aurait jamais pu réaliser seule sans le soutien d'une institution comme le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Alors, on est, en termes de génération ou de possibilités qu'on offre aux artistes, je pense que le rôle qu'on peut jouer comme institution, c'est celui d'offrir à des artistes la possibilité de pousser plus loin leur démarche en mettant la machine qui est un musée des beaux-arts, donc avec toute l'expertise technique, avec tout le savoir-faire qui est le nôtre, derrière eux pour les amener à proposer quelque chose qu'ils ne peuvent pas réaliser seuls. Et ça, je suis très fière quand on peut le faire pour les artistes québécois et canadiens parce que je pense que c'est notre rôle que de soutenir cette scène-là en particulier. Oui, on a entendu parler de prix, de façon de contribuer à l'essor des pratiques artistiques, effectivement. Peut-être que c'est l'occasion de dire que, parmi les absents, il y aurait aussi des gens qui créent des fondations. Donc là, il y a un lien entre collectionner, créer sa fondation pour montrer des collections. Il y a des exemples au Québec, plus d'exemples d'année en année. En ce moment, je pourrais mentionner, par exemple, la Fondation FI, qui est un partenaire de quelques-uns d'entre nous, qui a été créé il y a une vingtaine d'années, qui a créé un lieu d'exposition et qui prend de l'expansion dans le Vieux-Montréal. Il y a la Fondation Grantham pour l'art contemporain qui, elle, s'intéresse au rapport entre l'art et aux questions d'environnement. Il y a la collection Givernet, avec 2 lieux, 3 même si on considère les bureaux de la corporation, donc une entreprise de placement financier qui vient de créer l'Observatoire dans une très, très belle architecture nichée dans les montagnes des cantons de l'Est. J'espère que ça vous fait un petit peu rêver et qui présente des œuvres acquises
depuis peut-être une trentaine d'années. Et puis un peu comme pour Abdelila, le fondateur, c'est quelqu'un qui un jour est tellement tombé en amour avec l'art qu'il ne se voyait plus faire son métier, c'est-à-dire spécialiste de placement de valeur financière, autrement que pour faire de l'argent et acheter de l'art ou vivre une vie entourée d'art. Et donc, il a créé sa fondation. Alors, tout ça pour en venir finalement à un phénomène que l'on vit chez nous autant que ça se vit, par exemple, en France, très certainement au Luxembourg, en Belgique, c'est-à-dire les fondations privées. Et on peut peut-être même poser la question, quand on est dans un musée, quand on est dans un centre d'artistes ou une galerie commerciale, est-ce qu'il n'y a pas là un déplacement qui est en train de se produire, une valorisation très grande des fondations privées, donc à la fois partenaires, mais en même temps dotés de pouvoir, de notoriété très grande dans certains cas, en tout cas dans certains pays, si on pense à la France. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de la place qu'occupent les fondations par rapport aux collections d'art contemporain. C'est très jeune quand même. C'est les 5 dernières années, on a vu vraiment une explosion. Puis je rajouterais Projet Casa aussi là-dedans. Je rajouterais le projet de Sébastien et Gérald Filion, que j'oublie le nom de l'organisme, Adélard. Donc, puis moi, ce qui m'impressionne, c'est tous des collectionneurs ou des couples de collectionneurs qui se sont donné une ligne directrice et un mandat comme le projet Casa, c'est on veut mettre de l'avant des artistes non représentés en galerie. C'est pas vrai que ces artistes-là vont passer dans l'oubli, ça nous touche leur travail et c'est vraiment de leur propre fonds qu'ils soutiennent. Ils donnent un cachet à l'artiste, ils achètent des œuvres, puis ils sont des acteurs importants dans le milieu. Ces gens, ils s'impliquent vraiment dans le milieu, ils font rayonner l'exposition, ils font un travail autant de galeristes et aussi comme centre d'art. Pour des événements divers dans la province, en fait, ils peuvent devenir des acteurs très importants qui aussi participent. Je vais encore donner l'exemple de la Foire plurale qui participent en fait à ces différents projets-là et qui injectent des fonds dans un milieu qui souvent en a très besoin. Mais aussi, tu le mentionnais, Louise, la Fondation Grand-Am, c'est à l'extérieur de Montréal et Québec. Adélard, c'est canton de l'Est. Donc, ce qui est intéressant de ces fondations, c'est aussi qu'ils amènent de l'art contemporain à l'extérieur des grands centres parce que c'est c'est dans leurs propres espaces personnels ou dans un espace qu'ils ont construit sur des terrains qui leur appartiennent. Ça développe les publics, en fait, moi, je pense. Donc, en ce sens-là, ils ont un rôle très fort à jouer. Et j'ajouterais, moi, mon titre, c'est long, mon titre, mais c'est conservatrice d'art contemporain québécois-canadien post-1945, titulaire de la chaire Gail et Steven Jarislowski. Donc, il y a aussi des fondations qui soutiennent directement le travail de conservateurs dans les musées en dotant les postes de conservateurs et donc en finançant le poste lui-même au sein des musées. Et c'est un autre rôle qui est joué par des fondations privées qui est essentiel. La Fondation Jarislowski, c'est la première qui a proposé un poste comme ça, une dotation d'un poste au Musée des beaux-arts de Montréal. Et depuis, on est à 4 autres postes qui est financé cette année. Annoncé un poste en éducation, le poste de conservatrice en chef a maintenant sa chaire et même le poste de direction générale du Musée des beaux-arts a sa chaire maintenant. Et c'est des apports financiers extraordinaires pour un musée comme le nôtre, là. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, mais pour rebondir sur ce que tu dis, Anne-Marie, par rapport au développement des publics, ce que je trouve incroyable des fondations à Montréal, c'est qu'ils offrent au public la possibilité de découvrir des lieux complètement différents pour expérimenter une œuvre d'art. Donc, c'est des moyens différents. C'est des lieux qui sont souvent atypiques, qui sont plutôt domestiques, industriels, dans la nature, dans la ville. Puis moi, je crois beaucoup au lien entre l'œuvre et le contexte. À la Fonderie Darling, c'est manifeste. C'est assez extraordinaire la façon dont les œuvres dialoguent avec le vocabulaire industriel, avec l'architecture. Puis je crois que ce rôle-là des fondations,
ont presque un rôle de pouvoir déclencher un coup de cœur chez certaines personnes parce qu'expérimenter une œuvre d'art dans un contexte comme la Fondation Grantham, dans un contexte comme certaines salles au FI, ça peut vraiment créer un, un peu un premier coup de cœur pour découvrir l'art. Donc moi, je trouve que ce lien-là entre l'œuvre et le lieu est vraiment important pour les fondations. Et je pense que coup de cœur, c'est vraiment le mot-clé parce que c'est aussi comme ça qu'eux-mêmes développent leur collection. C'est-à-dire ils ont un mandat très différent d'une autre, des institutions comme les nôtres, parce que leur choix est motivé par leur propre subjectivité principalement. Donc, ça donne une couleur très singulière à leur collection qui offre un point de vue, tu as tout à fait raison, distinctif. Donc, ça commence par un coup de cœur. J'apprécie l'information à l'effet que ces fondations dont on vous parle ne sont pas nécessairement à Montréal, mais qu'il y a donc des initiatives qui naissent sur le territoire. Je sais que dans le pays de Luxembourg, qui est en superficie très petit par rapport au Québec, je sais que la France est contenue 6 fois dans le Québec. Alors, je ne sais pas combien de fois le Luxembourg serait contenu dans l'espace géographique du Québec, mais quand même, ce rapport à la région, vous pouvez imaginer très bien combien il est considérable. Si vous habitez la Gaspésie, vous êtes à 1000 kilomètres de Montréal. Donc, pour aller visiter le Musée des Beaux-Arts ou la Fonderie Darling, il faut quand même avoir un projet. C'est plus long que prendre l'avion pour vous et venir à Montréal. Donc, je pense que la question du territoire, elle est extrêmement importante, puis elle demande une forme de dynamisme de nos institutions, en fait. Les universités sont très souvent réseautées. Ce sont des réseaux naturellement. Les musées nationaux, je comprends que le Musée d'art contemporain de Montréal, il s'appelle comme ça, mais c'est un musée national d'art contemporain pour le Québec et que donc satelliser la fonction du musée, aller dans le territoire, créer des initiatives, se réseauter avec des centres d'artistes, des centres d'exposition en région, c'est aussi une de nos réalités qui est pas si facile à financer et à maîtriser, mais qui fait quand même partie des objectifs de plusieurs personnes. Je sais que le temps passe, mais il y a un sujet que je souhaitais amener à cette table, c'est la question des pratiques artistiques autochtones. Alors, donc, ça fait partie de nos réalités au Québec, d'occuper un territoire qui ne nous a pas nécessairement été cédé, donc un territoire occupé par des peuples autochtones, souvent nomades, avant que la colonisation française et anglaise se fasse. Ils sont là, ils ont aussi des descendances, des pratiques artistiques, un fort rapport au territoire et parfois à leurs origines linguistiques et culturelles. En tout cas, on connaît un grand mouvement de reconnaissance des pratiques artistiques. On ressent de plus en plus la nécessité de s'ouvrir à ces pratiques et de faire un pas vers elles. Qu'est-ce que c'est l'art autochtone du Québec dans vos réalités? Caroline Monet, une artiste autochtone québécoise, a fait un séminaire cette semaine et elle a dit il n'y a pas d'artistes, il n'y a pas d'art autochtone contemporain, il n'y a que des artistes autochtones qui font de l'art contemporain. Et donc, ce qu'elle voulait dire vraiment par ça, c'est que oui, il y a des spécificités qui leur sont propres, mais ça s'inscrit vraiment à l'intérieur d'un mouvement qui existe. Et là, c'est l'ancienne galériste qui vous parle d'une artiste avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Ça s'inscrit et ils sont vraiment très présents, autant des projets comme Plural, où je sais qu'il y a beaucoup de galeries qui travaillent avec des artistes autochtones. Je te lance la balle, Abdelila, parce que je sais que tu as plusieurs collaborations. Moi, je travaille avec une coopérative d'artistes inuits qui sont basés à Cap d'Orsay, au Nunavut. Et leur association, ils ont créé, c'est vraiment un modèle assez incroyable. Ils ont créé une association qui s'appelle Dorset Fin
open art pour s'auto-représenter. Ils ne veulent pas, dans le fond, qu'une galerie le représente. Puis moi, j'ai découvert l'association à travers le travail de Shubinai Ashuna, qui est une artiste vraiment importante, majeure, que ce soit au Québec ou à l'international. Et ils sont à peu près 90 qui sont artistes et artisans, je dirais. Et à Cap d'Orsay, il y a des croisières, il y a 2000 personnes, 90% de cette population, ils sont des artistes et artisans. Et on peut l'appeler art naïf, transmet de génération à génération. Mais il y a vraiment quelque chose de particulier. Ils travaillent soit avec la serpentine ou avec des crayons de couleur. Il y a l'hiver et 8 mois de l'année. La peinture peut geler. Ils ont trouvé des moyens vraiment assez créatifs pour créer. Puis, quand même, dans l'association, il y a plusieurs de ces artistes qui deviennent des artistes en art contemporain assez connus, qui occupent une place dans la scène. Puis, ce que je trouve vraiment très touchant, c'est que l'argent que les galeries est donné, il est réparti à part égale entre tous les artistes. Donc, même si à Shona Shubinai, ses prix sont plus élevés, un jeune artiste, il va gagner la même chose, c'est dans le même pocket. Là. C'est vraiment la formule coopérative. Ouais, exact. Anne-Marie? Mais je dirais, au Musée des Beaux-Arts, on a du rattrapage à faire, en fait. C'est ça la grande réalité qu'on vit. On a créé un poste de conservatrice en pratique autochtone, donc pour développer la collection tout autant d'art autochtone canadien, québécois à l'intérieur de nos espaces, mais aussi art autochtone à travers le monde, hein, qui est collectionné au musée. Et il y a un vrai désir de mieux représenter ces pratiques-là à l'intérieur de la collection et donc de faire des acquisitions. Et Léolie Shragi, qui est le conservatrice en poste depuis 3 ans maintenant, développe beaucoup de projets et on a justement inauguré, on inaugure la semaine prochaine une exposition dans des nouveaux espaces qui sont dédiés à la présentation thématique ou un nouveau regard sur la collection canadienne et québécoise dans notre pavillon Bourgie. C'est des expositions d'1 an qu'on va présenter là pour dynamiser en fait la contextualisation de l'histoire de l'art du Québec et du Canada. Et le premier projet qui est présenté sera dédié aux artistes autochtones des Grands Lacs, donc de la région la plus proche de nous et présente principalement des nouvelles acquisitions. Donc, on est très actif sur ce front-là pour valoriser en fait des artistes et des pratiques qui peut-être n'ont pas été autant collectionnées. Les pratiques inuites, par contre, sont très bien représentées dans notre collection parce qu'il y a une tradition de collectionner l'art inuit qui s'inscrit depuis les années 60, là, depuis quand même un bon nombre d'années, alors que l'art contemporain autochtone, ça varie à travers le temps. C'est définitivement une des priorités de collectionnants avec, tu le disais, Mélie, des artistes femmes aussi, parce que, bien sûr, partout à travers le monde, les artistes femmes ont toujours été moins collectionnés. C'est une réalité qu'on partage aussi au Québec, bien sûr. Donc, ça aussi, on a du rattrapage à faire sur ce plan-là. Je suis d'accord. Et je pense qu'on est un peu obligé de parler aussi du Centre Daphné, qui est un centre fondé par un groupe de femmes autochtones qui présente le travail de femmes, et en fait d'artistes autochtones qui aurait pu aussi avoir sa place autour de cette table. Oui, c'est vrai, Annie, merci de le mentionner. Puis, à la Fonderie, la présentation du travail d'artistes autochtones contemporains, ça fait partie de l'histoire de la Fonderie, mais de façon intuitive. Donc, je pense, par exemple, à une exposition de Brian Youngin qui a eu lieu en 2004, une magnifique expo qui était commissariée par Kitty Scott. Mais oui, depuis les 5 dernières années, il y a vraiment eu un travail de reconnaître certains angles morts, reconnaître une absence ou un manque de représentativité dans la programmation pour les artistes autochtones, spécialement les artistes autochtones du territoire du Québec et des autres provinces voisines. Donc, vraiment, cette idée-là de développer une sensibilité par rapport aux questions autochtones, par rapport à la souveraineté culturelle, à l'autodétermination, de
faire une déclaration de reconnaissance territoriale qui reconnaît en fait que la fonderie Darling est située sur un territoire autochtone non cédé qui appartient à la nation Kanien'kehá:ka, qui est gardienne des terres et des eaux sur lesquelles on fait nos activités. Évidemment, on cherche des façons que ces mots-là ne soient pas juste performatifs, qu'ils ne soient pas juste dits, ancrés dans un discours. Comment on peut travailler avec les artistes pour leur redonner une voix à travers les projets qui sont présentés à la Fonderie Darling, donc que ce soit à travers les artistes eux-mêmes ou en invitant des commissaires autochtones à présenter des projets. Juste le fait d'en parler, on voit quand même à quel point ça permet d'éduquer certaines personnes, de transmettre un message, puis de reconnaître à quel point c'est une question qui est d'actualité et le sera toujours. Donc, il reste beaucoup de travail à faire. C'est un processus continu. On est loin d'être rendu au bout, mais... Oui, c'est un immense cheminement et pour ceux qui nous écoutent, je vous dirais que collectionner ou exposer des œuvres d'artistes autochtones, c'est pas juste un rapport aux objets. C'est toute une compréhension qu'on doit déployer et qui passe souvent par la question linguistique. Par exemple, on va s'efforcer de publier les textes d'introduction de nos expositions dans les langues des 11 nations autochtones du Québec, par exemple, ce qui veut dire que dans certains cas, si on publie un texte sur l'art contemporain en Innu, ben, il y a à peu près 2000 locuteurs seulement sur tout le territoire. Donc, mais on fait cet effort d'ancrer les mots, les mots que l'on prend pour parler des œuvres dans la langue des personnes ou dans la langue d'origine des personnes qui les ont créées et qui parfois ne les parlent plus, ces langues-là. Et donc, nous, on est quelques-uns à s'essayer à ces questions-là par signe de reconnaissance des valeurs culturelles que leur présence, leur endurance, je devrais dire, et leur capacité d'exprimer des faits culturels fondamentaux, eh bien, on y est très attentif. J'ajouterais que le territoire